Dans cette conférence-là, je vais essayer de vous donner les faits sans de rentrer dans des considérations éthiques ou morales. Je vous laisserai le soin de vous, lors du débat, si vous souhaitez poser des questions, mais je n'émettrai pas de dimension morale sur faut-il mettre des limites ou il ne faut pas mettre des limites à l'intelligence artificielle, quel est le rôle des pouvoirs publics pour éviter que l'IA, je dirais souvent l'IA pour intelligence artificielle, que l'IA aille loin. Bon, on va essayer de débattre. Bon, je vais juste commencer pour vous dire qu'il y a 30 ans, on était loin de la situation aujourd'hui. Nous sommes rentrés dans une ère de transformation numérique ou digitale, et ce numérique est en train de transformer nos vies. Des choses simples que nous vivons au quotidien se transforment. On achète notre billet de train sur Internet, et on réserve une chambre d'hôtel sur Internet. Un élève rentre chez lui sans ses livres, il peut le retrouver sur une plateforme. Donc il n'aura pas à les trimballer, pas besoin de les trimballer. On demande un papier administratif sur des plateformes. On déclare nos impôts en ligne. Quand on a besoin immédiatement d'une information, on va sur Google. Quand on veut voir un film, eh ben on va sur Netflix, sans sortir de chez soi. Quand on veut acheter un produit de consommation, on va sur Amazon ou Alibaba, le chinois. Quand on a aujourd'hui des logiciels qui vous traduisent instantanément la conversation entre deux personnes ne parlant pas la même langue, des Chinois à français, instantanément, et on vous traduit ce que vous êtes en train de dire. Donc le monde est en train de se transformer devant nos yeux, et le futur sera beaucoup la dimension du changement sera beaucoup plus importante. Alors, on est entré dans ce système, dans le numérique, dans le digital, mais il faut comprendre que ce système, ce numérique est un écosystème. Qu'est-ce que ça veut dire un écosystème? Parce que le numérique n'est pas seulement l'utilisation de l'ordinateur. On est rentré dans une autre dimension. On est passé progressivement de l'expression être sur l'ordinateur à l'expression être dans l'ordinateur. C'est-à-dire que le numérique n'est pas un simple outil, il est un tout, un écosystème. Qu'est-ce que c'est un écosystème? Ça veut dire que ce sont des parties qui interagissent entre elles et l'une a besoin de l'autre pour se développer. Dans une conférence, le président de la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette, Joël de René, avait dit que le numérique se constitue de liens et de nœuds, pour vous dire que c'est du lien. Un lien amène un autre lien. Comme ce fut le cas autrefois, jadis, quand la rationalité scientifique a démarré, au XVIIIe siècle, la science moderne, en Occident, elle a modifié la société selon sa volonté. La rationalité scientifique a imposé sa volonté à la société. On le verra, par exemple, le philosophe de droit anglais, il a écrit la philosophie des droits en se basant sur cette rationalité, tout comme l'économie. David Ricardo, qui est le chantre de l'économie du XVIIIe, ont pensé l'économie et le droit selon la rationalité scientifique. Même quand on voit le livre de Conan Doyle, c'est-à-dire Sherlock Holmes, si vous arrivez de voir, on voit que dans ces films-là, la rationalité scientifique transparaissait. C'est-à-dire la science a imposé ses règles à l'économie, au droit, et même au cinéma et à l'écriture. Donc aujourd'hui, le numérique impose progressivement ses règles à l'ensemble des sociétés. Des entreprises s'adaptent de plus en plus au numérique, et l'administration aussi. Et construit, donc le numérique est en train de construire une société à son image. En un mot, nous assistons à une nouvelle révolution industrielle.
Il y a eu une révolution industrielle qui s'est construite sur le charbon, la machine à vapeur, mise au point par James Watt en 1769. Le moteur a permis de mettre fin à la diligence et à la naissance du train. Plusieurs métiers ont disparu progressivement, enfin, les aubergistes, quand la diligence passait. La révolution industrielle suivante repose sur l'électricité. Thomas Edison et le pétrole. L'électricité a permis la création des usines et la mort de la multiplicité de petits ateliers qui existaient. Le pétrole et l'industrie de la pétrochimie et le plastique et tout le système de conditionnement. Du coup, plein de métiers ont disparu et d'autres ont été créés entre-temps. La révolution digitale n'est qu'à au numérique n'est qu'à ses débuts. Elle repose quant à elle sur l'intelligence artificielle. Et on voit qu'à chaque fois, il y a eu une force ou une énergie. Donc, celle que nous vivons, elle repose sur l'intelligence artificielle. Et elle est en train de modifier le monde du travail et élimine les métiers qui ne lui sont plus compatibles. C'est ça. Donc, elle va imposer ses règles et un certain nombre de métiers vont disparaître. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est une technologie de construction de programmes informatiques. Ce sont des algorithmes qui permettent d'analyser et d'exploiter des données. L'algorithme, qu'est-ce que c'est un algorithme? Un algorithme, c'est une écriture mathématique qui utilise des ordinateurs et qui permet de résoudre un problème posé. C'est important quand on pose un problème. Ce sont en réalité des théorèmes mathématiques additionnés à des écritures informatiques. Par exemple, si on veut qu'une machine reconnaisse et fasse la différence entre les avions et les voitures, qu'est-ce qu'on fait? On lui présente des séries et des séries de photos. Et à chaque fois, on accompagne ça par des écritures. Elle finit par mémoriser et vous prendre et vous répondre juste et même parfois plus. Elle mémorise et quand vous lui dites qu'est-ce que c'est que ça, elle va vous dire une voiture. Et parfois, elle vous donne la marque. Donc on est dans une situation, mais cette technologie qu'on appelle l'IA génère des processus mentaux de haut niveau qui imitent l'intelligence biologique de l'homme. Ils vont imiter. Et la dépasse dans bien de cas, on verra. Donc pour exister, l'IA, l'intelligence artificielle, exploite des données que les programmeurs lui donnent. Sans ces données, l'IA reste une simple écriture mathématique informatique. Ces données sont parfois programmées par des informaticiens, mais elles sont aussi celles que nous laissons sur le web en allant naviguer sur Internet. Chaque fois qu'on va sur Internet, on laisse des traces. On donne nos coordonnées, on écrit quelque chose, on développe quelque chose, donc on laisse des traces. Ces données sont appelées en anglais les big data, c'est-à-dire le grand fichier. Ces données sont collectées par les acteurs du numérique, comme Google, et sont vendues très cher aux entreprises. Sont vendues extrêmement cher aux entreprises. Et ces données sont stockées sur des serveurs, des serveurs super puissants. Ce sont des ordinateurs dont les informations peuvent être consultées à distance par d'autres ordinateurs. Quand vous faites une requête sur Google, quand vous faites une requête pour aller chercher une information sur Google, elle va aller la chercher sur un serveur où sont référenciés les sites www ou HTTP. L'intelligence artificielle a plusieurs niveaux. On a un niveau 1, on le croise au quotidien, le niveau 1. Une calculatrice, par exemple, qui résout rapidement des problèmes mathématiques relativement complexes, c'est le niveau 1. On a le niveau 2, on l'appelle l'étape de la machine qui apprend par elle-même. On verra, je vous parlerai, ce qu'on appelle en anglais machine learning, c'est-à-dire elle apprend par elle-même. L'intelligence artificielle est capable d'intégrer les informations par elle-même, dans ce cas-là, d'apprendre et de progresser. Je vous parlerai tout à l'heure d'un programme qui s'appelle AlphaGo.
Le niveau 3 de l'intelligence artificielle, c'est celui qui pensera par... C'est l'intelligence artificielle qui pensera par elle-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle une intelligence artificielle autonome. Et pour l'instant, ce n'est pas encore une réalité, mais les progrès nous font penser que d'ici 20 ou 30 ans, on va y arriver. Sachant, comme je vous disais tout à l'heure, que les ordinateurs vont devenir de plus en plus puissants. Et ce principe de réalité autonome, il va peut-être devenir une réalité. Vous savez, des personnalités aussi importantes que Bill Gates, c'est-à-dire le fondateur de Microsoft, et Elon Musk, qui est le patron de SpaceX, et Stephen Hawking, l'astrophysicien anglais, c'est lui qui était un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, qui était malade et qui parlait dans une machine, et bien ces gens-là pensent que l'IA autonome peut devenir une réalité. C'est pour ça qu'ils appellent les autorités surtout à penser à cette possibilité que l'IA, l'intelligence artificielle, peut devenir autonome, peut devenir une réalité. Donc il faudrait. Mais comme dirait un garçon qui s'appelle Driss Aberkan, un expert français, il dit que l'IA est comme un chien. Comme un chien, on peut faire un sauveur, un chien sauveur, un Saint-Bernard, qui va chercher les personnes en détresse sous les avalanches, comme on peut faire un pitbull d'attaque. Donc ce sont des choix qu'il faut prendre. Donc je vais vous faire un tout petit peu, pour situer les choses, un petit historique sur l'histoire de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Vous savez qu'on considère que le début de l'intelligence artificielle commence avec Alan Turing. Alan Turing, c'est un mathématicien et logicien anglais qui a construit au début de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, une machine pour intercepter le chiffrement des codes d'Enigma. Enigma, système utilisé par les Allemands. Je ne sais pas si vous avez vu le film Imitation Game, qui est, pour ceux qui ont Netflix, il est sur Netflix. Donc Imitation Game, cette machine a été construite par Alan Turing, est arrivé à décoder beaucoup de codes d'Enigma. Enigma, c'était la machine anglaise, américaine, pardon, allemande. Et Alan Turing a réussi avec sa machine de décoder un certain nombre d'informations qui ont permis aux Anglais de comprendre la communication des Allemands nazis et donc anticiper le mouvement de leur force. Donc en 1956, il y a eu un congrès à Dartmouth aux États-Unis, organisé par deux mathématiciens, Marvin Minsky et John McCarthy, pour lancer le premier débat sur l'intelligence artificielle. En 1956-74, l'intelligence artificielle est restée entre les mains des agences gouvernementales ou étatiques américaines, ce qu'on appelle DARPA, la recherche DARPA. En 1973, il y a eu un fait majeur dans les sciences de l'informatique, un fait majeur. C'est la définition de ce qu'on appelle le protocole TCP/IP. Quand vous allez sur votre ordinateur, vous voyez toujours le protocole TCP/IP, qui veut dire transmission contrôle protocole, et IP, Internet Protocol. Parce qu'à chaque adresse, IP correspond un code. C'est énorme, les amis, l'invention de ce protocole. Allez sur votre ordinateur, amusez-vous, vous allez voir TCP/IP. C'est énorme. Ça va être le début de tout. Ce protocole va permettre de relier les ordinateurs entre eux. Moi, ce que ça veut dire l'adresse IP, vous entendez parler de cette lettre. Moi, si je veux envoyer une lettre à une personne qui habite dans le 20e arrondissement, je mets son adresse dessus, et je mets un timbre et je l'envoie. L'adresse IP, c'est comme ça. C'est votre adresse IP. Parce que si vous faites une bêtise sur votre ordinateur, on remontera à vous sans aucun problème, parce qu'on connaîtra votre code, votre adresse IP. Donc, il faut vraiment faire attention de ne pas faire de bêtises sur les ordinateurs.
Donc la définition du protocole TCP/IP va permettre de mettre en lien les ordinateurs dans le monde entier. L'avance est colossale. Et puis les esprits aiguisés ont immédiatement compris son importance sur le plan économique. Je reviendrai sur ça. Ce protocole est une vraie révolution. En 1984, il y avait 10 000 ordinateurs connectés. 10 000. En 1987, 10 000 ordinateurs interconnectés entre eux. 10 000. En 1982, il y avait 1 million d'ordinateurs interconnectés entre eux. En 2014, 365 milliards d'ordinateurs interconnectés grâce à ce protocole. Vous voyez le changement. Mais ça veut dire que le monde est devenu tout petit grâce à cette invention-là. Le protocole HTTP que vous voyez tout le temps sur les ordinateurs utilise TCP/IP pour envoyer et recevoir des datas, des informations et des codes. Ben, c'est aussi grâce à ce code TCP/IP qu'on a créé, que le Belge Robert Caillot et l'Anglais Tim Berners ont inventé ce qu'on appelle le World Wide Web. C'est le fameux WW que vous voyez tout le temps sur les sites internet. C'est le fameux. On invente le World Wide, le fameux W. Langage créé pour fabriquer des pages web, pour fabriquer des pages sites, des pages web. En 1994, c'est pour ça que je vous dis que toutes ces inventions sont récentes. Vous avez vu le bond qu'on a fait en peu de temps. Et imaginons ce qui va se passer dans le futur. En 1994, Jeff Bezos crée Amazon, l'entreprise la plus riche du monde, et l'homme le plus riche du monde. 94 seulement. En 1997, le plus grand joueur d'échecs, Kasparov, fut battu par Deep Blue, l'ordinateur d'IBM. Mais bon, Deep Blue, c'était des parties jouées qu'on a programmées. Des parties que les êtres humains ont jouées, mais qu'on a programmées. Larry Page et Sergey Brin fondent Google en 98. Il n'y a pas très longtemps, Google a été vendu il y a 21 ans. 98, oui, il y a 21 ans, Google, pas très longtemps. En 1980, naissance du Wi-Fi en 99. 99, naissance de Wi-Fi. En 2005, Javed Karbin met en ligne sa première vidéo. Naissance de quoi? YouTube. Voilà, naissance de YouTube. C'est juste en 2005, naissance de YouTube. En 2006, Jack Dorsey envoie son premier tweet. 2006. En 2006 également, Facebook passe son accès libre, parce qu'avant il était réservé au campus des étudiants. Passe en accès libre. En 2007, Steve Jobs, le patron d'Apple, présente l'iPhone en 2007 et l'iPad en 2010. Vous voyez comment c'est tout récent. On est dans une technologie extrêmement récente, donc c'est pour évaluer le futur je suis en train de vous présenter ça. C'est grâce à des programmes algorithmiques implantés dans le cerveau, on a permis et ça on l'a vu souvent à la télévision, on a permis un paralysé de bouger son bras grâce à des programmes. Donc c'est une IA, c'est une intelligence artificielle. Grâce aussi à cette IA et ces algorithmes, des tétraplégiques ont pu marcher en utilisant des exosquelettes, c'est-à-dire des squelettes situés en dehors de leur corps. On a mis la personne et ils ont mis des squelettes et ils ont pu se déplacer grâce à des exosquelettes. IBM a développé tout récemment, elle a développé un programme qu'on appelle Watson. Et IBM, et ce programme répond à des questions formulées en langage normal, tel qu'on est en train d'utiliser pour parler. Par exemple, Watson aura la possibilité de répondre à la question « Quel temps fait-il aujourd'hui ?» de comprendre la notion du temps. Et donc, il va répondre, il va faire chaud ou très chaud, c'est-à-dire qu'il va rajouter une dimension. Il saura qu'il fait très chaud, mais pas seulement chaud, il saura qu'il fait très chaud. Et ce programme-là de Watson est en train qui s'appelle Watson,
d'IBM va pouvoir lier dans votre cuisine ou dans votre appartement l'ensemble de l'électroménager. C'est-à-dire qu'il peut déclencher un lien avec l'aspirateur, le frigo avec la cuisinière, etc., etc. Donc, et ça, c'est une réalité, les amis. Ce n'est pas de la science-fiction. Ça, c'est une réalité. Alors, mais par contre, là, le truc, moi, qui m'a le plus subjugué dans cette affaire, c'est qu'en 2016, on a mis en place un programme qui s'appelle AlphaGo. AlphaGo est un programme d'une intelligence artificielle de l'entreprise de Google. Son entreprise s'appelle DeepMind, c'est une filiale de Google. Et ce AlphaGo a joué contre le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs qui s'appelle Lee Sedol, c'est un Coréen, du jeu de Go, le jeu de Go chinois. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Go. Le jeu de Go, il se présente, vous voyez sur votre internet, il se présente comme il y a un tablier, il y a un plateau quadrillé. Et puis on met en jeu, il y a des petites, comment on appelle ça? Sur le plan, on a des pierres blanches et noires qu'on avance. On avance. Et ce jeu-là est un jeu extrêmement stratégique. Sur le tablier, quadrillé, c'est un jeu extrêmement stratégique. Le but est de contrôler le plan de jeu en y construisant des territoires sur le jeu. Du coup, les pierres encerclées deviennent des prisonniers. Le gagnant étant celui qui aura totalisé le plus de territoires et de prisonniers. Donc c'est un jeu extrêmement qui demande une grande concentration, une grande intelligence. C'est un jeu stratégique. Les Chinois adorent ça et les Coréens. Donc 100 millions, donc Lee Sedol a affronté AlphaGo. 100 millions de personnes suivaient ce match, ce combat, cette rencontre. C'est diffusé partout dans les écrans à Séoul et en Chine. 100 millions de personnes ont suivi ça. Et Lee Sedol, avant le début des parties, a annoncé qu'il allait gagner 5-0 contre AlphaGo. Et ils fanfaronnait. Il a dit, je vais lui mettre 5-0. Et donc, il arrive, à la fin, il prend 5-1. Il perd 5-1. Il a réussi quand même à gagner une partie, Lee Sedol. Il perd 5-1. Lee Sedol avait déclaré qu'il allait donc gagner. Mais alors, du coup, il a été surpris parce que la machine a joué des coups inattendus. Inattendu, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas. Il a joué pire qu'un être humain à une intelligence artificielle supérieure. Donc des coups extrêmement inattendus. Alors l'adversaire, Lee Sedol, il était abasourdi. Il s'est levé, il est sorti, et il ne pouvait plus, il n'arrivait pas à respirer. Il était étouffé. Alors le plus important et le plus dramatique, c'est que ce logiciel qu'on appelle AlphaGo, l'entreprise de Google a développé un autre logiciel qui s'appelle AlphaGo 0 et qui va battre AlphaGo le premier. Pourquoi? Parce qu'en un mot, cet AlphaGo avait appris à jouer tout seul, en s'entraînant contre lui-même. Il a ainsi progressé tout seul. Avec AlphaGo 0, on rentre dans ce qu'on appelle le monde de deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage aveugle. On apprend tout seul. Et c'est là où les choses vont commencer à prendre une dimension un peu particulière. L'apprentissage profond, on appelle ça en français deep learning, l'apprentissage profond, c'est-à-dire dans un monde dans lequel la machine peut faire des associations entre les idées et progresser par elle-même. On rentre dans l'âge de ce qu'on appelle la machine learning, c'est-à-dire la machine qui a appris tout seul. Alors, je vous ai présenté ça, mais j'aimerais bien vous dire, et l'Algérie dans tout ça. Ça, c'est ce que ça m'intéresse. Et l'Algérie dans tout ça. Cette révolution de l'intelligence artificielle est en train de changer notre vie, est en train de changer le monde, surtout dans les pays développés, occidentaux et chinois, et certains pays d'Asie. Et l'Algérie de tout ça. Eh bien, on voit que des pays comme l'Algérie sont très peu conscients de l'avancée de l'intelligence artificielle, carrément très peu.
Les Algériens sont totalement à la marge, à la masse de ce qu'ils n'ont. Ils n'ont aucune idée précise sur le monde de demain. Aucune idée. Mais ils ignorent totalement que dans 30 ans, ils pourront bien perdre leur souveraineté politique. L'Algérie pourra perdre sa souveraineté politique dans 30-40 ans. Tout simplement, et plus que jamais, l'économie du monde va s'articuler de plus en plus sur l'intelligence artificielle. Dans le monde industriel, les Algériens, le monde industriel classique, les Algériens pouvaient se permettre de rester à l'écart du monde, en autarcie, mais avec un système fermé économiquement et financièrement, mais là, avec l'IA, ils ne pourront pas se permettre. Mais avec l'IA, le système algérien tel qu'existé, il ne peut pas survivre. Pourquoi? Quand on parle de numérique en Algérie, on le fait d'une manière très peu convaincante. Le numérique, il est mis dans un ministère qui regroupe qui regroupe 4 chapitres. La poste, la télécommunication, les technologies et le numérique. Voilà, il regroupe 4 chapitres. Tout ce ministère est doté d'un budget de 2 milliards 312 millions de dinars, soit l'équivalent de 20 millions d'euros. Autrement dit, rien du tout. Et le numérique, il doit avoir la partie la plus basse, la plus faible de ces 20 millions d'euros. C'est rien. Il doit avoir... C'est rien. À titre de comparaison, je vous donne une comparaison. Les affaires religieuses, dans le budget 2018 de l'Algérie, sont dotées de 25 milliards de dinars. Et les anciens moudjahidines de 224 milliards de dollars. À titre de comparaison. Vous voyez bien que l'Algérie vit dans le passé et ne se projette pas du tout dans l'avenir. Elle vit dans le passé, rien qu'en regardant son budget. Le numérique, il a 1 million d'euros. C'est n'importe quoi. Alors que le ministère, donc, l'éducation nationale, elle a 709 milliards de dinars au lieu d'avoir l'essentiel du budget pour préparer la jeunesse aux défis de demain. À titre de comparaison, le Maroc a signé un partenariat avec la Banque mondiale tout récemment, ces 2 derniers mois. Elle a signé un partenariat avec de 700 millions d'euros sur 5 ans pour développer un programme ambitieux en termes de numérique. Voilà, je vous laisse réfléchir. Le monde avance et la technologie avance et celui qui n'avance pas recule. Celui qui n'avance pas recule. Je vous laisse imaginer le drame dans lequel se trouverait l'Algérie dans quelques années, si elle ne colle pas à ce virage technologique. En tous les cas, ça sera pire. Ça sera pire s'il ne colle pas. Dans les pays du Maghreb, l'Algérie est en dernière position en termes de pénétration d'Internet. En termes de pénétration d'Internet. En Algérie, on estime le taux de pénétration à moins de 50% de la population. Au Maroc, on est à 63% et en Tunisie, on est à 68%. Voilà pourquoi il est vraiment temps de passer à autre chose en Algérie et de changer de système, parce que franchement, il nous mène à la ruine. Donc, compris, et quand on a du mal à comprendre l'évolution de ce monde-bas. Sur un autre plan, l'Algérie est encore dans un autre débat vieillot entre la 3G et la 4G. Le problème qu'il y a du mal à trouver une solution, alors qu'on est en train de passer à la 5G. On est en train de passer à la 5G maintenant, qui va nous transporter dans un autre univers. La 5G, ça va être un autre univers, parce qu'elle aura des applications complètement nouvelles. L'Algérie, elle a le monopole Algérie Télécom, fait tout pour que les choses ne se développent pas. Et elles n'ont pas d'argent, et en plus, on ne veut pas que ça se développe. En plus, ni l'État, ni aucun riche algérien n'a pensé investir dans le moindre petit incubateur d'idées. Qu'est-ce qu'un incubateur? Un incubateur, c'est que je crée dans une salle comme celle-ci, des jeunes sur un projet donné, et je leur demande de me développer une intelligence artificielle sur un programme donné, sur une partie de l'économie donnée. Mais aucun n'a eu cette idée de faire ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est investir dans le ciment et investir dans le truc et dans la vente des voitures, parce que c'est plus facile de gagner de l'argent rapidement. Et c'est plus facile. Donc, en fait, du coup, nos informaticiens,
Ils sont réduits à faire des problèmes de la connexion et de back-office. Voilà. Pas faire leur travail d'ingénieur. Bien. En tous les cas, les grands du digital, comme les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook et Apple, ont besoin de liberté d'entreprendre pour s'installer dans les pays bas. Alors du coup, en Algérie, il n'y a pas du tout cette liberté d'entreprendre. Et même les BATX, c'est les Chinois, c'est-à-dire Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. C'est l'équivalent chinois des GAFA. N'iront pas en Algérie, même si les Chinois n'iront pas en Algérie, parce qu'ils ne trouveront pas d'espace de liberté pour pouvoir se développer. Ils ne vont pas dans les économies verrouillées, ils n'aiment pas les économies verrouillées comme l'Algérie, et puis l'Algérie se méfie du numérique, parce que le numérique va dynamiter le système politique qui est en place, et le numérique il est de nature horizontale. Il n'est pas du tout vertical, il est horizontal. L'Algérie, c'est un pays de verticalité absolue et de bureaucratie. Il faut 3 copies pour tout. Il faut même une copie pour le camarade Staline. Donc ça, c'est pour la plaisanterie. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'intelligence artificielle? Elle a des caractéristiques, cette intelligence artificielle. Laurent Alexandre, qui est un expert français de l'intelligence artificielle, dit que les gens non compatibles avec l'IA ne pourront pas cohabiter avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Cela veut dire que l'intelligence artificielle va exiger un certain niveau et un certain quotient intellectuel pour pouvoir cohabiter. Il faut avoir un certain niveau intellectuel pour pouvoir cohabiter avec l'intelligence artificielle. Ça paraît logique parce qu'elle est mathématique, elle est construite, c'est une logique mathématique. De plus en plus elle avance et de plus en plus le cerveau humain doit se hisser au niveau de cette intelligence artificielle. Donc il faut augmenter le quotient intellectuel des jeunes. Singapour, qui était, il n'y a pas assez longtemps, un pays du tiers-monde, a augmenté le quotient intellectuel moyen de la population par le travail et des méthodes adaptées à l'école. Il y a des estimations que je ne souhaite pas rentrer dans des chiffres de quotient intellectuel parce que c'est ridicule, mais c'est une réalité. Ils ont augmenté le quotient intellectuel de leurs enfants. Ce qui est certain, c'est qu'en Algérie, on a même arrêté des cours pour aller prier. Des cours, on a arrêté pour aller prier. Les établissements scolaires en Algérie ne sont pas câblés. Il n'y a pas d'internet. Aucun, rien du tout. Ils n'ont pas les gamins n'utilisent pas de tablette, rien du tout. Ils ne connaissent pas. L'argent va aux anciens moudjahidines et aux affaires religieuses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est ainsi que l'on construit, et c'est pas ainsi que l'on construit un pays. Les gamins sont éduqués dans un esprit qui ne répond pas aux exigences de l'IA. Je vais vous expliquer. En Algérie, la formation se poursuit selon un ancien modèle, sachant que la plupart de ces métiers, des métiers d'aujourd'hui, qui sont là-bas, soit ici ou là-bas, sont incompatibles avec les métiers de l'intelligence. Et il y a plusieurs métiers qui vont disparaître. Le métier de prothésiste dentaire, il va disparaître. Pourquoi? Parce qu'avec l'imprimante 3D, qu'est-ce que c'est une imprimante 3D? Le dentiste pourra faire immédiatement sa dent, qu'il veut implanter, sur son imprimante. Il donne la matière à l'imprimante, il la paramètre et elle lui sort la dent. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Il a la dent immédiatement. Il installe l'imprimante 3D à côté de son fauteuil. Il a la dent. Donc, le radiologue qui lit votre radio, son métier va de plus en plus péricliter, parce que l'intelligence artificielle va lire mieux, et encore mieux que lui, les résultats de la radio. Donc, pour faire un bien, voilà, le traducteur, par exemple, je disais tout à l'heure, dans un premier temps, une intelligence artificielle pourra traduire un livre avec une rapidité inouïe. Un livre pavé, il peut vous le traduire dans toutes les langues. Les métiers dits de col blanc, eux, ils vont disparaître de plus en plus. Ils sont impactés par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'en Algérie, on est en train de prévoir ces changements? Je ne crois pas. Il ne fallait pas s'attendre
qu'un type comme Bouteflika, ou même celui qui actuellement joue le patron, comprenne les dimensions de ces changements-là. Et il ne les voit pas pour imaginer comment modifier la formation des gens. Il ne les voit pas. Donc, si rien n'est fait, des pays comme l'Algérie vont totalement être largués. Et rien à voir avec le retard pris dans le domaine de l'industrialisation, ça ne sera rien à voir. Ça va être vraiment largué. L'Algérie et les pays de son niveau, pour reprendre l'expression de Laurent Alexandre, ils vont être comme dans des poules libres dans une basse-cour où il y a des renards. C'est comme ça qu'ils sont. Ils sont bouffés tout cru à la sauce tomate. Et c'est extrêmement dramatique. Et alors, l'intelligence artificielle a trois, moi je vais me limiter ce soir à trois répercussions sur le monde que nous vivons. D'abord, je vais vous les expliquer en trois axes. D'abord, l'économie. L'économie va changer parce que l'usine à l'ancienne produit aujourd'hui moins de richesses que les technologies de l'intelligence artificielle. Cette usine-là, elle produit moins de richesses. La combinaison entre le capital et le travail, moi j'ai un capital, toi tu as le travail, la combinaison de ces deux-là n'assure plus la croissance à laquelle sont habitués les pays développés. L'économiste Daniel Cohen, qui est professeur à l'École normale supérieure, écrit, il dit, si on compare Google, Apple, Amazon, les champions du monde aujourd'hui, aux fabricants d'automobiles comme General Motors et Chrysler, autant de leur puissance, hein, c'est-à-dire que c'était les champions d'hier. Eh bien, ces trois monstres de l'économie digitale, digitale, possèdent chacun je dirais, une valeur financière 9 fois supérieure à General Motors et Chrysler. Tenez-vous bien, avec 3 fois moins d'employés. Mais c'est énorme. Donc on est rentré dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'au fait, le capital et le travail ne produisent plus de richesse. C'est l'intelligence artificielle. Et la richesse est de plus en plus produite par les firmes de la nouvelle technologie. Deuxième point dans le truc de l'économie. On a ce qu'on appelle l'économie collaborative. C'est une économie qui est organisée autour des échanges commerciaux de particulier à particulier. Elle repose sur le partage et l'échange de particuliers, les voitures, les logements, les perceuses, j'ai une perceuse, de services, covoiturage, bricolage ou de connaissances, cours d'informatique, communauté d'apprentissage, etc., payants. Ce modèle de l'économie collaborative est, par exemple, vous prenez Uber, ce sont les taxis qui ouvrent. Vous ouvrez un compte chez Uber et vous appelez, il va venir vous chercher, vous payez, vous payez puisque vous payez directement, vous êtes prélevé, ainsi de suite. Et on vous déplace et on vous amène chez vous ou ailleurs. J'ai loué samedi dernier une voiture sur une plateforme qui s'appelle Wicar. La personne habitait à côté de chez moi. Il m'a loué sa voiture. Je n'ai pas été obligé d'aller la chercher dans une agence. Les agences de location de voitures peuvent râler, mais moi, comme consommateur, je trouve mon compte. Je suis désolé, ça coûte beaucoup moins cher, je n'irai pas la chercher à l'agence. Donc je trouve mon compte. Mais le modèle le plus symptomatique de cette économie collaborative est Airbnb. Airbnb, mes amis, c'est le leader mondial de la location de logements de vacances. Vous allez vous mettre sur Internet, vous allez sur la plateforme Airbnb et vous louez votre appartement n'importe où, au Mexico, à
Beyrouth, à Tokyo, et vous êtes payé, prélevé, vous arrivez, vous avez la clé. Et vous rentrez pour occuper le logement. En 2017, pardonnez-moi, donc il y a 2 ans, cette entreprise était valorisée, sa valeur boursière était de 31 milliards de dollars, avec 3000 employés dans le monde. 31 000 dollars avec 3000 employés. Si on compare Airbnb au groupe Accor, vous connaissez le groupe Accor, qui a Ibis, Mercure, Sofitel, Pullman, tous ces groupes-là, sa capacité totale est d'environ 710 000 chambres. Effectif, 280 000 employés. Sa valeur boursière est de 13 milliards 32. Vous voyez la différence. Les autres, ils n'ont même pas un lavabo, même pas à repasser un linge, et ils sont à 31 milliards, et les autres avec, combien j'ai dit, 710 000 chambres, et 280 000, ils sont à 11 milliards de valeur boursière. C'est énorme, l'intelligence artificielle, ce qu'il est en train de faire. Donc Airbnb est presque 3 fois plus fort sur le plan de la capitalisation que le groupe Accor. Alors, ils ne sont propriétaires d'aucun hôtel. Naturellement, les professionnels de l'hôtellerie ne sont pas satisfaits de voir des plateformes comme Airbnb et qui ne payent pas de charges patronales, qui ne sont pas propriétaires d'appartements, donc ils n'ont pas de chambre à réparer, de lavabo à réparer. Ils ont constaté que c'est comme un commerce malhonnête. En fait, c'est malhonnête. Tout comme Uber. Mais nous pouvons évidemment citer Amazon, la plus grande plateforme de commerce en ligne, qui, en toute évidence, a tué et continue à tuer beaucoup d'emplois. Et surtout, par exemple, les libraires de quartier. Voilà, on va acheter le livre sur Amazon et le livret d'un quartier, mais bon. Mais elle crée parallèlement beaucoup d'emplois. Certains disent que dans des conditions contestables. Son patron, Jeff Bezos, qui est l'homme le plus riche du monde, oh, cette affaire de trucs, moi j'ai mal au dos, c'est pour ça que j'ai choisi cette option, j'ai un sciatique. Qui est l'homme le plus riche du monde et veut partir à la conquête de la Lune. Et est resté avec son programme Blue Moon. Il l'a présenté il n'y a pas très longtemps. Il a présenté le programme Blue Moon. Amazon a une valeur boursière de 797 milliards de dollars. Valeur boursière d'Amazon. Google est extrêmement puissant également. Il capitalise Google à 793 milliards de dollars. Les Chinois Alibaba est le 2e plateforme de commerce en ligne qui travaille. Ils travaillent à flux tendu. Ils n'ont pas une seule paire de chaussures en stock. Pas une seule paire de chaussures en stock. Vous voyez? Mais ils vous assurent une livraison immédiate. Voilà, immédiate, vous avez votre chaussure si vous la commandez. C'est ça l'économie de l'intelligence artificielle. Donc, les bouleversements des métiers. Airbnb fait de l'hôtellerie par des gens qui ne connaissent rien à l'hôtellerie. Ils viennent faire la concurrence aux gens dont c'est le métier. L'avancée de l'intelligence artificielle va toucher progressivement de haute qualification. Les spécialistes en médecine disparaîtra avant le généraliste. Le métier de l'infirmière, bon, ça va être très difficile parce qu'on a besoin de compassion, on a besoin d'un suivi un peu plus humain. Le jardinier non plus, il ne va pas disparaître. Le cuisinier non plus, il faut bien qu'on mange quelque chose. Mais le métier de prothésiste, comme je le disais tout à l'heure, va disparaître progressivement grâce à l'imprimante 3D. Les métiers qui nécessitent le calcul seront aussi impactés. Par exemple, l'expert comptable, le comptable. Mais la machine va faire les calculs beaucoup plus rapidement que le comptable, et avec une grande précision. Donc, progressivement, ce genre de métiers vont complètement disparaître. Donc,
Et je vais vous parler, donc on a vu maintenant de l'impact de la machine sur et la voiture, le développement de la voiture autonome et l'intelligence artificielle. Ça, c'est un sujet qui a été lancé encore une fois par l'organisme américain qui s'appelle DARPA, on a vu, et il existe toujours, mais il initie des concours, et en 2004, il organise un concours d'1 million de dollars pour le vainqueur, pour celui qui crée la voiture qui marcherait sans chauffeur le plus longtemps possible, sans conducteur le plus longtemps possible. Une dizaine de véhicules s'élancent, hein, donc ils ont participé au concours. À l'arrivée, aucune n'est arrivée en 2004, ce qui fait qu'il y a 14 ans. En 2005, la récompense a été augmentée à 3,5 millions pour celui qui a réussi à faire marcher la voiture le plus longtemps possible, sans chauffeur. Plusieurs prestigieuses universités se sont confrontées. Stanford et MIT, des grandes universités américaines sont confrontées. Parmi les ingénieurs qui s'essayaient en 2005, il y avait un ingénieur allemand qui s'appelait Sebastian Thrun, Sebastian Thrun qui a rejoint Google, qui a été engagé par Google. En octobre 2010, donc il y a 8 ans, en octobre 2010, Google annonce avoir conçu un système de pilotage automatique pour automobiles aidé de radar, caméra. Vous l'avez certainement vu, cette petite voiture qui avait une sorte de gyrophare sur la tête. Donc en fait, c'est une intelligence artificielle qui tournait pour détecter les obstacles autour d'elle et pour avancer. Seulement, les essais se faisaient dans des espaces où il n'y avait pas de circulation. Donc les premiers essais étaient dans des espaces où il y avait... Mais elle roulait. Elle roulait, elle respectait un certain nombre de codes. Et donc en 2010, Google a annoncé, et qui ont parcouru, puis un camion aux États-Unis aussi qui a fait 200 km pour livrer une marchandise sans chauffeur, sur une autoroute. 200 km, il n'y avait pas de chauffeur, il est resté sur sa voie jusqu'à ce qu'il arrive, il est sorti, il est allé. Donc c'est un essai qui était un peu protégé. Nous sommes rentrés dans l'ère de la voiture, donc sans conducteur, peu de fatigue, plus de faute d'inattention, pourrait permettre une conduite plus sûre, avec des distances réduites entre chaque véhicule, parce qu'ils seront interconnectés, les voitures dans le futur, c'est ce que disent. Dans la circulation, les voitures seront interconnectées grâce à un système qui s'appelle V2X, né de la technologie de la 5G. Je parlais de la 5G tout à l'heure. La 5G n'est pas que pour le téléphone, hein. Elle contient des multiples briques, c'était une révolution de la 5G. Donc, avec cette voiture conduite par une intelligence artificielle, il y aura moins d'accidents, on n'aura plus besoin de passer son permis, les voitures deviendront moins lourdes, puisque on n'aura pas d'accident, on n'a pas besoin de blinder ta voiture, deviendront plus allégées, et le risque de choc est diminué. Qui diminuerait également la consommation en carburant des voitures, parce qu'elles seront plus légères, et donc ils diminueront aussi la pollution. L'environnement routier, naturellement, est obligé de s'adapter. C'est ça le challenge, c'est que pour lancer les voitures sans conducteur, il faudrait que l'environnement routier s'adapte. Et les stops, il faut imaginer autre chose, il faut imaginer des valises un peu partout particulières. Donc tout ça, c'est un travail que les entreprises de la Silicon Valley sont en train de développer, c'est de comment modifier l'environnement autoroutier et des routes. Sur 10 millions d'accidents aux États-Unis, 9,5 sont dus à une erreur humaine. Alors, l'intelligence artificielle, qui ne va pas commettre de fautes, naturellement, ou beaucoup moins de fautes de conduite, elle ne dormira pas, elle ne va pas conduire, et réduira le nombre d'accidents. On estime aux États-Unis à 3 millions de chauffeurs de camions aux États-Unis. Dans une décennie ou plus, c'est le challenge des fabricants et des concepteurs de la Silicon Valley. En une décennie ou plus, il ne restera que la moitié. C'est ce que dit le patron de Google. Il se lance dans ce challenge. Il dit, dans 1 an et demi, dans 20 ans,
on n'aura que 1,5 million de conducteurs sur 3. Dans une trentaine d'années, les taxis à Paris rouleront sans chauffeur. Dans 30 ans, il n'y aura plus de chauffeurs, ils rouleront sans chauffeur. Les trains n'auront plus de conducteurs. Imaginez le changement social, plus de grève, plus rien du tout. Donc, Ford est en train de consacrer 1 milliard de dollars au cours des 5 prochaines années dans le développement de l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes. Donc vous voyez, il y a une rivalité énorme entre les entreprises. La voiture autonome n'est pas vraiment de la science-fiction. Hein. Et il y a moins de 10 ans, il était impensable qu'une voiture puisse rouler sans chauffeur. Donc on est dans une réalité qui existe. Maintenant, il y a eu des accidents. En février 2016, une Google Car autonome avait fait percuter un bus qui était dans la circulation. Elle a percuté un bus à basse vitesse. Il y a eu aussi un mort, une dame qui a été tuée. Et la dernière en date, c'est mai 2018, une Tesla modèle 3 percute une barrière en Grèce. Donc Tesla, c'est Elon Musk, hein, c'est le patron d'Elon Musk. On peut dire que l'intelligence artificielle est encore perfectible. On n'est qu'au début de l'intelligence artificielle, on n'est qu'au début. Il y a environ un peu moins d'un millier de voitures sans conducteur qui circulent en Californie. On peut estimer et en Amérique peut-être un peu plus. Donc en France, la première voiture arrivera en 2019, sans chauffeur, elle va rentrer dans la circulation, autorisée donc en 2019. Aux Pays-Bas, c'est la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais moi, comme c'est des trucs qui m'intéressent, c'est mon travail, un conducteur ivre a mis le pilote automatique, c'est-à-dire il s'est endormi, il était complètement ivre. La semaine dernière, c'était en Hollande. Il a fait un long chemin derrière un camion. Et les policiers sont arrivés à sa hauteur, ils ont essayé, il était ivre totalement ivre, ils essayaient de taper pour le réveiller, réveille-toi, réveille-toi, mais la voiture est restée derrière le camion vraiment de plusieurs kilomètres, hein, sans bouger. Donc, et il l'a réveillé finalement, et lui a retiré son permis. Et on lui a retiré son permis parce que la législation n'est pas encore au fait, elle n'est pas encore au niveau du progrès qui est réalisé par l'intelligence artificielle. Il faut du temps pour adapter l'intelligence artificielle au droit. Donc la grande question qui se pose, est-ce que les politiciens algériens sont en train de penser à tout ça? Parce que les voitures vont changer, donc on ne va pas continuer à bosser. Et bien sûr qu'ils ne vont pas les attendre. Donc par voie de conséquence, il faut vraiment imaginer comment ça sera, donc ils ne vont pas les attendre. Et c'est quand même assez dramatique. Commencer au moins, moi j'aimerais bien au moins commencer à former des radiologues et à former moins de radiologues, parce qu'ils ne vont pas servir à grand chose dans quelques années, et moins de comptables qui pensent au moins à ça, et moins de traducteurs, parce qu'en 2024, comme je vous le disais tout à l'heure, une IA, une intelligence artificielle va traduire un livre, et même l'interprète. Aujourd'hui, on a des programmes qui peuvent vous traduire instantanément tout ce que vous dites en chinois à votre interlocuteur qui ne comprend rien en français. Il faut vous traduire tout ça. Donc on est dans cette machine-là. Donc, cherchez l'erreur. Les Algériens ils continuent à former des spécialistes de la radiologie, alors qu'ils forment 120 spécialistes de la radiologie par an, et ils forment 93 ophtalmologues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rationalité. Tout est fait comme ça, dans la formation. Tout est fait n'importe comment. Alors le dernier sujet, je vais vous en parler, c'est celui de la biomédecine, la biotechnologie. C'est un sujet qui est effectivement assez sensible, puisqu'il nous engage en tant qu'être humain. On appelle ça la biotechnologie ou le transhumanisme. Qu'est-ce que c'est le transhumanisme? Le transhumanisme est un mouvement qui veut promouvoir l'utilisation des technologies pour améliorer les performances humaines. On devient plus performant. C'est une vieille ambition qui a toujours existé et qui a été relancée naturellement par la Silicon Valley en Californie. On l'appelle ainsi pour désigner que nous sommes dans un monde, enfin on appelle la Silicon Valley parce que c'est le monde des silicium, c'est pour ça qu'on appelle la Silicon Valley. La biotechnologie développée par certains
grandes entreprises de l'IA, comme la filiale Calico de Google, c'est encore une filiale de Calico de Google, Calico veut dire Californian Life Company, partent du principe. Ces entreprises, ils partent du principe que l'homme doit être augmenté. Pourquoi il doit être augmenté? Car il est impuissant face aux machines qui vont arriver, qui vont devenir de plus en plus puissantes. Donc il faut l'augmenter. L'homme, selon ces transhumanistes, ne pourra pas faire face dans son état actuel à l'avancée des technologies de l'intelligence artificielle. Plus forte qu'il sera, plus forte que lui. Certains chercheurs et futurologues pensent qu'il faut implanter des puces ou des nanorobots dans le cerveau pour augmenter les capacités de l'homme dans le futur. Ray Kurzweil, qui est l'un des grands patrons de Google, pense que la fusion entre l'ordinateur et l'homme se fera en 2050. C'est-à-dire qu'on va fusionner. Ils partent aussi du principe que l'homme est souvent malade et qu'il faut anticiper et prévenir sa maladie. Leur but est de rallonger la vie de 150 à 150, voire 200 ans. Laurent Alexandre, qui est le grand promoteur de l'intelligence artificielle en France, c'est un patron d'une entreprise de génie génétique, dit que l'homme qui va vivre 200 ans est déjà né. Il est parmi nous. Et il annonce même la fin de la mort. Mais ça, il ne faut pas déconner, parce qu'on peut mourir par accident, on peut mourir par attentat, on peut mourir par plein de choses. Bon, donc, on a affaire à une technomédecine qui veut améliorer l'être humain en luttant contre le vieillissement. Tout commence par un travail sur le génome. Le génome, c'est quoi exactement? Comme je vais vous les expliquer simplement. Les espèces animales, et nous sommes des animaux, ont un code génétique, un code qui les détermine, qui leur permet de se reproduire. C'est leur code génétique. C'est leur ADN. L'ADN, mes amis, représente dans le corps des vivants toute l'information nécessaire à la fabrication d'un organisme vivant. C'est ça notre ADN. Donc l'équipe de Calico, de cette entreprise de Google, ont modifié l'ADN d'une souris dans l'embryon. Ils ont retiré tout ce qui est susceptible de la faire vieillir. La souris a vécu 30% de vie supplémentaire. Les mêmes souris de son âge et du même échantillon étaient mortes depuis très très longtemps. Mais cette souris sur laquelle on a agi, elle a vécu 30% de plus de 100 ans. Aujourd'hui, les entreprises de la biotechnologie travaillent sur le génome pour détecter les maladies que nous pourrons éventuellement développer dans notre vie d'homme, afin d'agir en amont, avant le développement des maladies. On agit en avant. Vous vous souvenez peut-être de l'actrice américaine Angela Jolie. Elle avait fait un séquençage de son génome. Et on a découvert qu'elle avait 99% de chances de développer un cancer des seins. Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous vous souvenez, elle a fait une ablation. Elle a fait une ablation de sein. Donc, parce qu'elle s'est dit, au lieu de tomber malade, donc je vais faire. Et là, le séquençage des génomes, ça va être de plus en plus une réalité. Quand on a commencé à faire le premier séquençage du génome, en 1900, avant de passer sur le truc, le séquençage du génome de l'actrice américaine aurait pris 40 ans pour une équipe d'oncologues, de médecins, 40 ans. Avec une intelligence artificielle, c'est une histoire d'heures. Elle a eu le résultat, avec précision. Tout ce qu'elle pouvait lui arriver, qu'elle pouvait développer comme maladie. Même un des patrons de Google, il a fait une analyse, il s'est rendu compte qu'il pouvait développer le diabète.
Donc, avec l'IA, c'est une histoire d'heures. Et puis on sauve des vies, n'est-ce pas? Voilà. Alors, on agit sur le génome. Avant de développer le cancer, eh bien, on agit. La biotechnologie, donc, la biotechnologie aspire à établir une carte d'identité propre à chaque personne. Une carte d'identité génétique propre à chaque personne. Dès la naissance. Et on pourra dépister ainsi les maladies potentielles que nous pourrons développer. Donc, ce qui fait qu'on rentre dans une dimension absolument ahurissante. Cela, c'est pas grave, je vais le ramasser. C'est la dernière feuille. Cela va s'ajouter à une autre technique de la biologie transhumaniste qui consiste à implanter un ou plusieurs gènes dans un organisme vivant. Ben oui, on va rajouter des gènes qui ne sont pas les nôtres dans un autre, voilà, on peut me rajouter des gènes. On obtient un génome modifié, on obtient un organisme modifié. C'est un peu comme le maïs transgénique, à qui on a modifié le code de transplantation de gènes. On a modifié son code génétique d'une autre espèce et devient ainsi plus résistant aux maladies et aux agressions. Ça s'appelle la transgénèse. On peut même créer un ADN artificiel qu'on peut coupler avec un ADN biologique. Vous voyez? Et ça a été fait, hein? Et c'est possible, c'est technique, sur le plan technologique, on peut le faire. La biologie s'oriente vraiment, s'oriente à l'application de ce principe aux humains. On est vraiment dans un roman de Mary Shelley. Je ne sais pas si vous connaissez Mary Shelley. Mary Shelley, c'est une écrivaine de 1876 qui a écrit Frankenstein et le Prométhée moderne. Qui a écrit le livre sur Frankenstein. Frankenstein, c'était qui? C'était un médecin qui avait assemblé les corps, les parties pour faire un corps, des parties de chair, de chair morte. Il a fait un corps. Vous voyez, Frankenstein, tout cabossé avec des cicatrices cabossées, mais il a fait un homme. On y est vraiment. Hein. Enfin, ça, c'est la seule dégression morale que je vais faire. Jacques Testard, vous connaissez Jacques Testard, qui est le biologiste français, qui est le père du premier bébé éprouvette en France. Le premier bébé éprouvette s'appelle Amandine, elle est grande maintenant. Lui, il s'insurge contre ces pratiques qu'il considère comme une sélection de l'humanité et de l'eugénisme. Jacques Testard, lui, dénonce la possible grossesse ectopique, c'est-à-dire des grossesses en dehors du ventre de la femme. Pour lui, c'est possible, mais cela relève de la folie. Je vais juste vous terminer en vous parlant un peu des perspectives qu'on nous annonce avec cette intelligence artificielle. J'ai les perspectives qu'on nous annonce. Alors, on a demandé à plusieurs chercheurs des plus grandes universités américaines, d'Oxford, de Yale et de Stanford. On a fait une sorte d'enquête, 352 experts en apprentissage pour essayer de voir quelles sont dans les prochaines décennies, les grandes progressions de l'intelligence artificielle. Ces experts qui ont été interrogés ont établi une sorte de calendrier. Et ils ont donné leur prédication en fonction de leurs travaux. Alors, quelles en seraient les implications également sociales? Ces chercheurs-là, 352, ont prédit que les machines seront meilleures que les humains dans le domaine de la traduction, je l'ai dit, de langue d'ici 2024. Ils ont aussi dit qu'ils seraient capables de rédiger des livres, des essais d'ici 2026. C'est-à-dire une IA pour rédiger un livre, un essai. Conduire des voitures, ça je l'ai parlé. En 2027, ils travaillaient dans le commerce en 2031. En 2050, ils pourront écrire des best-sellers, des livres qui vendraient à des millions de prix. Et exercer des travaux de chirurgien. Et bien, certaines pratiques, comme surtout la prostate, il est préférable d'être opéré par une intelligence artificielle
un robot à intelligence artificielle qui fera le travail mieux qu'un chirurgien. Donc, si on vous propose un jour, prenez l'intelligence artificielle. Selon les chercheurs, il existe 50% de chances pour que l'intelligence artificielle dépasse les humains dans tous les domaines, et seulement en 45 ans. Et selon la même probabilité, ils disent que les machines pourraient prendre en charge tous les emplois humains dans 120 ans. Nous, on va se la couler douce. Certains disent que cela pourrait se produire plus tôt. Et j'aurais terminé ma conférence. Merci de votre attention. Merci. Imprimante 3D. Alors j'aimerais bien savoir quand même comment on peut fabriquer une prothèse à partir d'une imprimante 3D. Parce que pour fabriquer une prothèse, en termes matériels, il faut une très haute température. Il faut fondre un matériau, l'adapter à un tissu, etc., une empreinte, etc. Comment on peut avoir donc 800 degrés à 100 côtés, travailler dans un fauteuil dentaire, avoir une Attendez, j'exagère peut-être, voilà. Mais elle sera dans la salle à côté. L'imprimante 3D. Un four à très haute densité. Donc oui, mais il n'est pas trop. Non, il n'est pas. Plus une imprimante. Non, c'est une imprimante vraiment. Moi, j'en ai vu. Hein, je vois tout le temps cette imprimante 3D. Dans les collèges, il y en a plein. Les gamins s'amusent tous les jours avec les imprimantes dans le collège. Ils ont de la matière et ils impriment. Ils font des jouets, ils font des trucs. Enfin, ils programment sur l'ordinateur les choses qu'ils veulent avoir. Et la transmission de l'information, effectivement, si on prend une empreinte, pour prendre une empreinte dans une bouche, à partir d'un élément extérieur, je suis tout à fait d'accord que c'est plus fidèle de le prendre, etc. Les empreintes, tout ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ensuite, quand on passe à la fabrication du matériel concret, en fait, j'ai utilisé la prothèse parce que c'est quelque chose que je connais, mais on peut parler de l'alimentation, de beaucoup de choses que le numérique voudra substituer. Là, j'ai pris quelque chose de précis. Oui, comment faire? Comment on va? Oui, mais c'est facile. Je voudrais rester vite, c'est-à-dire il y a un acier, c'est pas de l'acier, mais qui est adapté au corps humain, sur lequel je vais mettre des crochets sur les dents, d'accord, que je vais corriger. Hein, oui, bien sûr. Etc. Comment je vais le fabriquer sur une petite... moi, j'ai vu, vous avez vu, à la télévision, on a présenté il y a exactement 10 jours, une jeune fille qui est née sans bras. Et un monsieur qui avait un atelier, parce que un directeur d'une petite entreprise, un directeur PME, a offert à cette jeune fille un bras qu'elle actionne. Pardon, pas un bras. Disons, oui, un bras qu'il actionne et, dans des matériaux appropriés. Et la fille, l'amie, elle pouvait actionner, prendre des choses, parce que ça a été dessiné et fabriqué et paramétré sur un ordinateur. Puis il avait la matière nécessaire qu'il a mis dans l'imprimante, forme de pâte, forme de silicone, forme il y avait la matière nécessaire pour faire cette... Et comme on peut passer une feuille, on passe la matière. Et après, il faut aller les voir. Il y a cette technologie, on passe la matière nécessaire qu'on veut utiliser pour la fabrication de la prothèse, et elle sort fabriquée par la dernière selon les paramétrages que vous lui avez donnés. Pas plus vraiment. Elle ne mâche pas avec son bras. Hein? Elle ne mâche pas avec son bras. Non, elle ne mâche pas, mais là, on n'a pas encore tué l'homme. Mais on va vers des complexifications extrêmement... mais toutes les prédications peuvent ne pas se réaliser, mais d'autres pourront se réaliser, certaines vont se réaliser, d'autres non, mais d'autres apparaîtront. Donc ce qui fait qu'on est on avance, comme c'est un peu, c'est comme ça, on avance et on verra où on va, mais on va vers un énorme changement. Oui, un grand changement. Oui. Moi, c'est juste pour donner mon sentiment. Je n'ai pas de question particulière, je ne suis pas un expert de la chose. Je voudrais juste parler quand tu nous parlais tout à l'heure des progrès, effectivement, outre les progrès technologiques que nous apporte le numérique, j'ai surtout l'impression qu'en fait tout est fait pour la rentabilité. Je prends un exemple, par exemple, aujourd'hui chez Amazon, ils font des étagères, c'est tout récent, où
dans leurs immenses entrepôts, l'employé, au lieu de se déplacer lui-même pour aller récupérer le produit pour mettre dans sa commande, il y a un boîtier sous l'étagère qui, lui, va vite chercher le produit et l'emmener pour que la commande soit préparée beaucoup plus vite. Donc on va plus vers la rentabilité. L'électricité l'a fait aussi. Hein. Alors, non, mais je ne dis pas... Le temps moderne de Charlie Chaplin, c'était ça. Hein. Je suis tout à fait d'accord que ça nous apporte un certain confort dans le progrès, je suis d'accord. Maintenant, je voudrais parler d'un deuxième truc. Tu nous parlais des progrès pour la médecine, par exemple. La jeune fille, je ne sais plus quoi, enfin bref, j'ai l'impression que ça permet aussi des manipulations, et demain, c'est l'eugénisme. C'est-à-dire qu'on va avoir des ariens partout. On peut fabriquer des ariens parce que moi, je suis susceptible d'avoir des maladies ou autres. Voilà. Mais c'est ça la dérive. C'est ça ce que je disais tout à l'heure. Et effectivement, mais concernant... il faut toujours se poser la question. Il y avait Luc Ferry qui disait dans l'ancien ministre de l'Éducation nationale en France, il disait que quand on a apporté les premières machines Jacquard pour faire les pulls Jacquard, les ouvriers l'avaient refusé. Et ils les avaient refusés, ils ont fait une révolte, ce qu'on appelle la révolte des canuts à Lyon. La révolte des canuts. Et ils ont jeté, comme il dit Luc Ferry, des sabots dans les machines Jacquard pour les casser, d'où la naissance du mot sabotage. Ça vient un peu de là, ils ont jeté leurs sabots dans les machines Jacquard. Et donc, chaque période chaque invention, chaque tournant de l'humanité apporte effectivement des changements en termes d'emploi. Là, tu disais que Amazon utilise un système pour aller chercher les produits qui sont des États, mais il ne faut pas oublier quand l'électricité est arrivée, on travaillait dans des fabriques. Il y avait des petites fabriques. Et l'électricité a tué toutes ces fabriques-là. En mettant. Et puis on a vu le temps moderne de Charlie Chaplin. Tac, 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 tac. L'électricité a apporté aussi son lot de situations compliquées. Mais chaque innovation majeure va forcément apporter des suppressions de métiers, pour en créer d'autres. Voilà, et ça va être comme ça. Seulement, il faut les anticiper. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai parlé d'Algérie, pour essayer de dire, mais mon Dieu, parce qu'on ne voit pas où est le problème, mais le monde avance. Et si ils n'avancent pas un tout petit peu avec ce changement, ils vont se retrouver dans une situation, mais extrêmement compliquée. Et ça ne nous oblige pas à avancer aussi. Hein? Là, quand tu dis ça va avancer, on est obligé de suivre, en fait. Mais tu es obligé de suivre. Voilà, je prends un exemple, par exemple. J'ai un iPhone 5, et puis l'année prochaine, on va m'obliger à acheter l'iPhone 6. Tu n'es pas obligé, mais seulement, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, mais si au bout de quelques temps il devient obsolète, tu vas en acheter un autre. C'est ça. Oui, voilà. Au bout de quelques temps il devient obsolète, mais tu n'es pas obligé de l'acheter dès sa sortie. Mais comme ton ordinateur, comment dire, soit il se casse. Ça peut être regard, oui, voilà. Non, faut pas. Bon, mais ceci dit, les innovations technologiques apportent toujours leur lot de situations compliquées, de détresse, de perte d'emploi, de disparition de métiers, et tout. Mais il faut, comme disent les économistes, comme dit Schumpeter, c'est un économiste connu, et il dit qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle la révolution créatrice aussi. On crée d'emplois et détruit, mais on crée d'autres emplois. Et il est évident que si Amazon tue le petit libraire d'un village dans le Loiret ou quelque part, le petit libraire, lui, il s'en fout si Amazon va créer des 1000 emplois ou non, mais lui, ça laisse sa petite librairie à sauter. Elle a fermé. Donc ce qui fait que... Mais c'est ainsi que les choses avancent. Et un dernier truc, je voulais dire que tout à l'heure tu parlais d'un ordinateur qui écrirait des best-sellers, oui. Par exemple. Je me demande ce que nous on va devenir si on n'est pas capable d'écrire un livre qui soit aussi fort que celui de toute façon, regarde, aujourd'hui Facebook,
donc Mark Zuckerberg, travaille sur un projet extrêmement compliqué. Ils sont en train de travailler sur un projet où ils vont essayer de mettre des livres entiers dans la tête des gens. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin de lire les livres. Tu l'as emmagasiné. C'est-à-dire qu'on va faire fusion avec des nanorobots. C'est-à-dire que les nanorobots vont partir. On aura, et on peut, dès l'instant où on l'a, on peut facilement faire référence à ce livre sans l'avoir lu. On l'a dans notre mémoire. C'est extraordinaire. Ils vont arriver quelque chose Et par exemple, on n'aura même pas besoin, dans certains pays de l'Europe du Nord, les gamins n'écrivent plus. Ils n'écrivent plus parce que ils n'apprennent plus à écrire. La machine fait le truc et puis à l'imprimante, vous avez une sortie de ce que vous avez décidé. Et en termes d'armement, c'est encore pire. En termes d'armement. Je ne voulais pas en parler de la question parce qu'elle seule mérite une conférence, la question d'armement. L'armement, moi je rigole quand je vois que les Algériens, par exemple, je parle de ce cher pays, ils achètent des armes. Ils achètent énormément d'armes chez les Russes. Leurs missiles. Mais tu sais qu'ils ne peuvent rien servir. Parce qu'il y a des intelligences artificielles qui vont brouiller totalement ces missiles avant d'arriver. Ils vont le renvoyer à l'expéditeur. Ils vont le renvoyer à l'expéditeur. Les Américains sont en train de créer des drones, mais des drones durs, avec des intelligences artificielles, mais alors horribles. En tout cas, tout ça, ça remplacera pas le facteur humain. Le facteur humain, mais comme j'ai dit dans les transhumanismes, les transhumanistes, lui, il pense vraiment à l'homme cyberborg, c'est-à-dire où il y aura une fusion entre la machine et l'homme. Enfin, moi, je ne donne pas ma vision morale. Je vous raconte ce qui se fait, quels sont les projets de ces gens de la Silicon Valley, mais ma position, elle est extrêmement complexe. Je ne peux pas dire que la science avance. Maintenant, il faut juste que politiquement, on arrive à un tout petit peu lui donner une dimension éthique et lui poser des limites. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. Oui, un monsieur, il a encore. Merci. Bonsoir. Alors, j'ai deux petites questions. Oui. La première, c'est quelle formation il existe en Algérie? Et ma deuxième question. Quelle formation en termes oui, nous avons une très bonne école en Algérie. Une école extrêmement intéressante qui forme d'excellents ingénieurs. Elle se trouve à Ouatsmar, l'école de l'informatique qui se trouve dans la banlieue d'Alger, et qui a formé des informaticiens qui sont venus étudier en France, qui sont formés ingénieurs là-bas. Ils sont venus ici, certains ont travaillé ici, certains ont complété leur formation. Et nous avons un certain nombre de gens qui travaillent chez Google ou Facebook, donc qui sont partis et qui font les beaux jours de la Silicon Valley. Oui, il y a un certain nombre. Mais seulement là-bas, ils sont aujourd'hui confinés dans des rôles mais absolument scandaleux. Ils utilisent, ils sont en train de régler le problème de Facebook, de logiciels qui ne marchent pas, ou la connectique parce que l'ordinateur s'est détaché. Parce qu'on ne voit pas, parce que les Algériens n'investissent pas, ils ne comprennent pas ce qui est en train de changer dans leurs yeux. Il faudrait qu'il y ait... Mais la preuve, le budget 2018, tel que je vous l'ai dit tout à l'heure, est absolument scandaleux, qui fait de ce pays complètement orienté vers le passé. 12 milliards pour l'armée, et pour l'éducation, 712 milliards, et pour l'éducation, 7 milliards, et pour les anciens Moudjahidines, 2 milliards de dollars, et pour comment dirais-je, j'ai cité les Moudjahidines et j'ai cité l'autre, les religieuses, presque 2 milliards de dollars. Et donc, mais le numérique, même pas 1 million d'euros, même pas 1 million de dollars. Mais ils ont...
la question d'un juriste, c'est une question de volonté politique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que c'est des gens qui ne voient pas le monde qui est en train de changer. Eux, ils sont dans des petites affaires ridicules du passé. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la France aussi était en retard? La France est un moment en retard. Il a pris conscience que, en fait, il y a cette évolution. Ah oui, mais tout à fait. La France est énormément en retard et que l'Europe vient de débloquer 9 milliards d'euros, 9 milliards de presque bientôt 10 milliards d'euros, il y a 2 mois. On a débloqué 9 milliards d'euros sur 5 ans. Pour essayer de coller au changement. Mais non, mais si la France ne fait pas, comme dit Laurent Alexandre, le nécessaire pour que ça s'accroche au changement, elle aussi, je reprends l'expression de Laurent Alexandre, il dit, là, on sera le Zimbabwe de numérique. On sera vraiment le Zimbabwe. Mais oui, mais donc il y a l'Europe, les Allemands sont encore pires. Les Allemands, parce qu'ils sont tellement très accrochés à leur industrie lourde, parce que c'est des grands pourvoyeurs d'industrie lourde, et le monde, aujourd'hui, ne tourne plus, au moins, beaucoup moins sur les industries lourdes. Et cela se constate, parce que les Allemands, parce que l'industrie lourde chute, qu'ils sont en récession. L'Allemagne fait 0% de croissance. Et même moins sont en récession, parce que leur industrie est lourde. Et donc c'est le monde de l'IA, et on voit qui va progressivement s'installer comme le monde qui va faire tourner la croissance. J'ai une dernière question ou réflexion. Ce que je me demande, la question que je me pose, c'est un étudiant, un lycéen, qui est en terminale ou en première, et en ce moment, ce que je constate, c'est qu'on pousse en fait les gens à aller vers ces filières. Parce que c'est l'avenir. Exactement. Parce que c'est l'avenir. Mais ce que je constate, moi, dans l'environnement professionnel, c'est que ça va très vite. Donc, on les pousse à aller dans ces filières-là, mais quelqu'un qui est en première, et il va commencer à envisager une carrière dans la programmation, par exemple. La programmation. Data analyst mais en fait, on lui demande d'apprendre un programme qui va passer 3 ans peut-être à être profession. Oui, il va faire une formation pour être ingénieur. Il va faire 3 ans plus 2 ans. Ça lui fait 5 ans pour être ingénieur. Mais ce programme-là, il sera obsolète. Non, il ne sera pas obsolète. Non. On va lui demander mais il ne sera pas obsolète parce que là, non, il ne sera pas obsolète parce qu'on vous donne, si vous devenez programmeur, on vous donne les bases, on vous donne vous allez faire l'apprentissage des outils de programmation. Et je pense que C ou C+, ne sont pas démodés. C+, il y a quelques années, C++, ce sont donc des outils de codage, ne sont pas totalement de programmation, ne sont pas seront pas tout de suite déprogrammés. Et puis c'est un apprentissage permanent. Moi, j'ai 63 ans. Quand je vois des jeunes, ils viennent au travail, j'apprends beaucoup avec eux. C'est un apprentissage permanent. Je regarde, Alors, juste quelques informations. Si notre chère Algérie n'avance pas, notre petite Kabylie avance dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine numérique. Alors, pour vous dire que Firefox existe à 100% en kabyle pour les systèmes Android, Windows, Linux, iOS et Mac OS. Oui, c'est vrai. Le kabyle détient la 3e place dans Common Voice, qui est un projet de Mozilla. Oui, tout à fait. Et c'est un projet où on apprend aux machines à parler les langues humaines. Oui, tout à fait. Donc elle détient la 3e place devant l'anglais et l'allemand. Tout à fait, parce qu'il y a une volonté. Le français recule, hein. Oui. C'est ce qu'a dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et il détient aussi la 18e place sur le site web Tatoeba, qui est un recueil de phrases et de leur traduction. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'il y a une volonté de certains. Et ça,
d'une volonté sans aucun centime déboursé, ni par un département de Tizi, ni de Béjaïa, ni de notre chère Algérie. C'est juste des volontaires, des militants qui aiment Taqbayli, qui aiment la langue du Kabyle, oui, mais qui s'investissent eux-mêmes. Voilà. Oui, mais on est dans le cadre de la programmation simple, on n'est pas dans un niveau supérieur, mais ça, je connais ce travail, oui. Mais c'est louable. C'est louable ce qui a été fait. Hein. C'est vraiment. C'est bravo. Moi, je trouve que. Oui, mais enfin, je ne vais pas rentrer dans considération politique. Hein. Pourtant, il n'y a que de la politique dans non, j'allais dire autre chose. Ah, d'accord, ok, parce que modifier la société, c'est la politique. Ah, ouais. Bon, est-ce que vous avez été un peu. Très bien, merci. Ouais. Okay, merci. Merci.